Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres. Le gouvernement haïtien se mobilise pour recevoir plus d'une centaine de milliers d'Haïtiens déportés de la République dominicaine. Le collectif du 4 décembre et plusieurs autres organisations condamnent cet acte de la République voisine. En politique, plus d'une vingtaine d'organisations et de regroupements politiques protestent contre l'éviction de leurs candidats. Le conseiller spécial du département d'État américain dit constater que jusqu'ici, le processus électoral se déroule plutôt bien. Controverse politiquement correcte entre le président Martelly et son ex-premier ministre Laurent Lamotte. Réunion cette semaine des chambres de commerce de l'Amérique latine et des Caraïbes autour des investissements de la diaspora. Et dans l'actualité culturelle, du 17 au 27 juin, des musiciens venus de la Caraïbe, de l'Europe et de l'Afrique se produisent sur plusieurs scènes en Haïti. Et enfin, la journée internationale du yoga ce 21 juin est marquée par la présence dans le pays d'un grand professeur de yoga venu d'Inde. Mais d'abord, un plan de contingence interministériel a été élaboré pour faire face au retour des milliers d'Haïtiens concernés par le plan de régularisation des étrangers en République dominicaine. Il est un fait certain, ces illégaux seront déportés dans les jours à venir. Plusieurs organisations condamnent cette décision, dont le collectif du 4 décembre qui demande à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le CIDH, d'intervenir afin d'empêcher la déportation suite au moratoire de ces 45 jours annoncés par les autorités dominicaines. Notre pays se doit, enfin, de signifier aux États de l'hémisphère et aux Nations Unies qu'un génocide civil et sournois est en cours sur l'île d'Haïti. Ce n'est pas accorder une faveur à notre pays que les chefs d'État membres de l'ONU interviennent chacun à son niveau. C'est pour eux l'occasion historique de réaliser l'obligation qui leur incombe de rappeler à tout État violant systématiquement les droits humains, et dans le cas d'espèce, l'État dominicain, que les obligations en ces matières lient la communauté internationale dans son ensemble, ce sans aucune forme de réciprocité. Devant ce malheureux constat d'apparente démission, il incombe à nos dirigeants d'agir immédiatement pour inverser la tendance par la suppression définitive de ce genre de catastrophe dont notre population est trop longtemps menacée par la République dominicaine. Ajoutons que plusieurs dizaines de personnes, haïtiennes et étrangères, ont manifesté mercredi devant le consulat dominicain à New York pour demander aux autorités de ne pas procéder à la déportation massive d'Haïtiens. Le maire de New York, Bill de Blasio, a appelé le gouvernement de la République dominicaine à respecter les droits des rapatriés. Il faut dire aussi qu'une commission composée de 8 membres a été mise en place ce vendredi afin de définir les mécanismes de gestion de ces déportés. Et justement, à ce sujet, nous recevons le ministre de la Communication, Rothschild François Junior. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame Lemoine. On le sait, un plan de contingence a été élaboré pour faire face au retour des Haïtiens qui sont concernés par le PNRE, qui sont territoires voisins. Et en guise d'entrée en matière, que veut véritablement dire massif dans ce cas précis? Bon, c'est clair, quand on dit rapatriement massif, on peut s'attendre à des rapatriements de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes par jour, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il y a quelques citoyens qui ont été effectivement expulsés de la République dominicaine. Beaucoup de ces citoyens sont entrés volontairement en Haïti, mais pour le moment, depuis la date du 17, date d'expiration de ce délai, on ne peut pas parler de rapatriement massif. Ça a été promis par les autorités dominicaines. Le ministre des Affaires étrangères, Navarro, l'a dit, qu'il n'y aura pas de rapatriement massif. Jusqu'à date, on peut dire qu'il n'y a pas de rapatriement massif du côté de la République dominicaine. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire massif? Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir 10 000 personnes d'un coup? Est-ce qu'on peut avoir 500? Est-ce que c'est... Parce que le mot massif, on sait ce que ça veut dire en général, mais là,
dans ce cas-là. Ce qui sous-entend qu'on pourrait avoir des milliers de personnes par jour à être rapatriées en Haïti. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas encore le cas. Et bien juste, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas le nombre de personnes qui seraient déportées du côté de la République dominicaine. On essaie de négocier avec les Dominicains sur cette question précise, mais pas encore de réponse du côté de la République dominicaine sur le nombre de personnes à être rapatriées. Ok, on va prendre un exemple. Il y a à peu près un groupe de 500 personnes qui débarquent. Ils seront reçus par qui? C'est ça le problème. Ce qu'on essaie de faire du côté d'Haïti, en termes diplomatiques, le ministre Renaud, le ministre des Affaires étrangères, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, M. Navarro, on essaie de renégocier un accord qui a été conclu en 1999. Alors, on veut dire aux Dominicains, aux autorités dominicaines, nous, en Haïti, on souhaite avoir 2 points pour accueillir ces déportés de la République dominicaine, à savoir Malpasse et Ouanamed. Donc, ce qui nous permettrait de mobiliser toutes nos ressources au niveau de Malpasse, au niveau de Ouanamed, pour accueillir ces rapatriés. Mais jusqu'à date, on n'a pas encore de réponse du côté de la République dominicaine. Récemment, quand M. Navarro, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, était venu en Haïti, on a eu une séance de travail à l'hôtel El Rancho, la question a été soulevée. M. Navarro, on avait souhaité qu'on constitue 2 commissions, une commission du côté d'Haïti, une commission du côté de la République dominicaine, pour travailler justement, pour plancher sur cette question précise, à savoir la renégociation de l'accord de 1999 sur la question du rapatriement. Et cet accord disait qu'il y avait 4 points frontaliers, c'est ça, Malpasse. Nous, on souhaite 2 points, Ouanamed et Malpasse. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc ce serait plus facile pour nous de contrôler. Alors, ce qui se passe, il y a 141 points de passage sur la frontière. On a dénombré au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales 141 points de passage. Donc, comment un État comme Haïti puisse agir sur 141 points de passage, c'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi on négocie avec les Dominicains sur cette question précise. Il paraît que selon les jésuites qui sont déjà à la frontière, il y a eu à peu près 403 migrants qui sont arrivés bien avant le 17. Donc est-ce que cet accord a été respecté? Est-ce que vous avez la garantie que cet accord sera respecté? Alors, ce qu'on peut dire, il y a toujours eu quand même des rapatriements du côté de la République dominicaine, mais on parle des rapatriements effectués après la date du 17. Nous, on parle de déportation du côté du gouvernement. Donc, à date, il y a quelques centaines de personnes, effectivement, qui sont entrées en Haïti volontairement, d'autres qui ont été expulsées du côté de la République dominicaine. Alors, le plan de contingence, effectivement, a été élaboré du côté d'Haïti. On a travaillé pendant plusieurs semaines sur ce plan de contingence. On négociait en même temps avec la République dominicaine sur la question des points de passage au niveau de la frontière. Mais jusqu'à date, il n'y a pas encore de réponse. Ça, c'est embêtant. En revanche, pour... C'est très ennuyeux pour Haïti parce que nous, la commission a été constituée du côté d'Haïti, mais du côté de la République dominicaine, M. Navarro lui-même, il avait demandé qu'on constitue cette commission qui devrait commencer à travailler mercredi. On a constitué la commission du côté d'Haïti. On s'est rendu en République dominicaine. Il y a comme une partie de la délégation qui s'est rendue en République dominicaine. Quand la délégation est arrivée, les Dominicains ont dit qu'ils ne sont pas prêts. Donc, on espère relancer ce processus de négociation avec les Dominicains pour aboutir à ces 2 points de passage du côté de Malpasse et du côté de Ouanamed. Mais le plan de contingence, effectivement, a été élaboré du côté d'Haïti. On a travaillé pendant plusieurs semaines sur le plan de contingence qui est en cours d'exécution pour le moment. Il y a eu des gens de rapatriés, par exemple, hier. On a connu des... Oui, selon le ministère de l'Intérieur, il y a au moins plus d'une trentaine de personnes qui ont été retrouvées dans les zones frontalières, notamment du côté de Malpasse. Parce qu'on essaie de négocier, tout d'abord, le nombre de personnes qui devraient être expulsées du côté de la République dominicaine. Deuxièmement, les points de passage. Et également, l'heure. Parce qu'on ne peut pas, beau matin à 10 h du soir ou bien minuit, on vous appelle, on vous dit, voilà, il y a 200, 300 personnes qui sont à tel point sur la frontière. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi on souhaite négocier avec les Dominicains sur cette question précise. On n'a pas répondu à une question. Ils seront reçus par qui? Ils seront reçus par des membres des CASEC. Les élus locaux sont mobilisés sur les zones frontalières. Il y avait des problèmes au niveau de certains fournisseurs en termes d'équipements qui devaient nous acheminer ces équipements. On a eu des problèmes au niveau de certains fournisseurs. Mais selon le ministère de l'Intérieur, ce problème est en passe d'être résolu. Donc, ils seront accueillis par des autorités locales sur les zones frontalières. Donc, 141 ? Mais ça veut dire qu'ils sont capables de de débarquer du monde à n'importe quel de ces 141 points? C'est ça le problème, parce que nous on insiste du côté d'Haïti pour qu'on ait deux points, Malpasse et Ouanamed, et puis pour qu'on ait l'heure, pour qu'on nous avertisse.
Parce qu'on ne peut pas se réveiller un beau matin, on vous appelle par téléphone. Écoutez, messieurs les membres du gouvernement, il y a 2000 personnes dans tel point, il y a 50 dans un autre point. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. On insiste du côté de la République dominicaine pour qu'on trouve un accord sur cette question précise. OK. Et cette commission qui est constituée de 8 personnes, de quoi elle va vraiment... qu'est-ce qu'elle va gérer, de quoi elle va Alors, ce qu'on a fait du côté du gouvernement, c'est un problème national. C'est un problème national. On s'est dit, il faut avoir des alliés au niveau de la société civile, notamment les secteurs qui travaillent, qui interviennent sur la question, notamment le GAR, Collectif 4 décembre, ou les membres du secteur privé. On a abouti à la formation de ce comité de pilotage qui regroupe quand même des personnalités très importantes de la société. Le Premier ministre Evans Paul, le cardinal son éminence Chimu Langlois fait partie de cette commission. Vous avez Grégory Brandt, le coordonnateur du Forum économique du secteur privé. Il y a des membres du GAR, des organisations qui travaillent sur le dossier de la migration entre Haïti et la République dominicaine. Et parallèlement, il y a des sous-commissions qui ont été constituées, sous-commission qui va gérer notamment la question migratoire, la question humanitaire. Donc, on essaie d'avoir comme allié la société civile. Et vous l'avez vu hier lors de cette conférence de presse, ils étaient tous avec nous, des représentants de la société civile qui sont prêts, qui commencent déjà à nous formuler des propositions pour résoudre ensemble le problème. Parce que nous, au niveau du gouvernement, on souhaite une approche nationale à cette question. Il y a un point majeur. Toutes les organisations qui travaillent, qui évoluent dans ce secteur, elles nous disent qu'il faut faire attention. Il faut pas constituer des camps d'hébergement pour ces personnes qui seront expulsées de la République dominicaine. C'est très dangereux. Il faut pas répéter le passé. Donc voilà, nous, ce qu'on va faire quand on accueille ces compatriotes et même des Dominicains, parce que le président de la République, son Excellence Michel Martelly l'a dit, c'est le chef de la diplomatie. La diplomatie, c'est la chasse gardée du président de la République. Et le président a dit, s'il y a des Dominicains qui sont expulsés du côté par les autorités dominicaines, donc ils seront rapatriés donc en République dominicaine. Donc là, ce qu'on essaie de dire, ce qu'on essaie de faire du côté d'Haïti, c'est bien gérer cette question, avoir une approche nationale. Et là, je salue encore une fois toute la société civile haïtienne qui a donc répondu à l'appel. Et ce week-end, ils ont accepté quand même de participer à des réunions avec nous autres du gouvernement sur la question. Puisqu'il n'y aura pas de centre d'hébergement, comment ils seront logés? Ils seront logés dans un premier temps dans des centres qui ont été identifiés dans la zone frontalière. Et après, on va diriger ces personnes dans leur lieu d'origine. Et là, dans ce comité de pilotage, je vous disais qu'il y a quand même des sous-commissions et des commissions qui travaillent sur la question pour voir comment réintégrer ces personnes au sein de leur communauté. Notamment, c'est des agriculteurs, c'est des paysans qui cultivaient la terre en République dominicaine. Ils ont développé pratiquement une expertise en la matière. Donc, vaut mieux mettre cette expertise à la disposition de leur pays au lieu d'enrichir la République dominicaine. Le gouvernement ici a débloqué une somme qui sera... Pour le moment, on a un fonds initial de départ de 40 millions de gourdes, mais on a des réunions qui sont prévues avec les membres de la communauté internationale qui souhaitent nous aider. Donc, on y travaille très fort. Donc, on n'est pas resté les bras croisés au niveau de ce gouvernement. On travaille, mais il faut que tout un chacun comprenne que c'est une situation extrêmement compliquée. On gère beaucoup de crises à la fois, mais je suis heureux, encore une fois, et je salue au nom de tout le gouvernement, toute la société civile haïtienne qui a donc décidé de répondre à cet appel et qui a donc accepté de travailler avec nous pour gérer ensemble cette question. Et quelle catégorie, justement, on en parlait tout à l'heure, quelle catégorie de personnes on va recevoir? Est-ce il est possible que l'on reçoive des gens ayant des casiers judiciaires et qui viennent de... Hein? C'est possible, c'est une des préoccupations du gouvernement, à savoir que les autorités dominicaines pourraient expulser des repris de justice en Haïti. On a vu ce qui s'est passé avec à Cuba et les États-Unis lorsqu'il y a eu la crise des années 80. Donc, au niveau du gouvernement, voilà pourquoi le ministère de l'Intérieur aura une équipe sur place au niveau des zones frontalières pour enregistrer. Il y a un formulaire qui sera distribué aux déportés. Donc, on aura toutes les informations précises sur ces déportés et on aura des informations sur leur lieu d'origine. Comme ça, on pourra monitorer mieux la situation. Mais le plus important pour nous, c'est qu'il faut réintégrer ces personnes dans leur communauté. Et il y a plein de propositions qui sont faites, notamment au niveau agricole. On sait que l'État dispose pas mal d'hectares de terre qui sont libres. Oui, dans le nord-est. Dans le nord-est, un peu partout. Donc, il vaut mieux qu'on constitue des sociétés pour permettre à ces personnes de travailler sur ces terrains. Ceux qui veulent rester en Haïti. Ceux qui veulent rester, donc, pour travailler sur ces terrains. En tout cas, pour qu'ils puissent être réintégrés au sein de leur communauté et rendre service à leur pays. Le cas de figure qui se présente, quelqu'un arrive, il ne veut pas rester. Elle ne veut pas rester.
Qu'est-ce que vous allez faire de cette personne qui ne souhaite pas rester en République? Alors, vous savez, il y a quand même des conventions internationales en la matière. Il y a le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. D'ailleurs, hier, le HCR s'est exprimé sur la question, a exprimé ses préoccupations par rapport à ce dossier. Donc, nous, au niveau d'Haïti, on n'est pas un gouvernement qui ne respecte pas les droits humains. On va passer par les canaux, les conventions internationales pour résoudre cette question. Au cas où il ne voudrait pas. Au cas où une personne ne veut pas rester en Haïti. Si la personne est d'origine haïtienne, effectivement, la personne est haïtienne, donc la personne devrait rester en Haïti. Mais s'il y a pratiquement un citoyen dominicain qui est arrivé en Haïti, la personne nous présente notamment sa cédula, qui est sa carte de citoyenneté. Donc on va utiliser tous les canaux réguliers pour que cette personne puisse retourner en République dominicaine. Et le président de la République l'a dit, il faut tous les Dominicains qui seront expulsés par les autorités dominicaines seront rapatriés vers Santo Domingo. D'accord. Et une dernière petite question. La personne va remplir un formulaire. Elle peut dire n'importe quoi dans le formulaire. Non mais c'est ça, on va s'assurer que cette personne, qu'on puisse trouver cette personne dans son lieu d'origine. Et là, on va mieux le monitorer. Et ce qui se passe aussi, c'est que parfois, ces mêmes personnes qui arrivent en Haïti, dans 2 semaines, elles retournent en République dominicaine. Donc nous, on va faire notre travail pour monitorer la situation, avoir toutes les informations sur les lieux d'origine et voilà, pour faire le suivi. Parce que tout ce que nous souhaitons au niveau du gouvernement, c'est que ces personnes rendent service à leur pays. Parce qu'elles travaillent dans le secteur agricole, dans le secteur hôtelier en République dominicaine, dans les secteurs de la maçonnerie. Donc, ces personnes peuvent être utilisées en Haïti. Il y a tout un travail qui sera fait. Notamment, il y a certaines propositions qui commencent à émerger, qui sont faites par des membres du secteur privé. Voilà pourquoi on s'associe le secteur privé dans ce grand combat qu'on va mener pour la réintégration de ces déportés de la République dominicaine. Encore une fois, moi, et au niveau du gouvernement, au nom de toute l'équipe gouvernementale, on salue une nouvelle fois la société civile qui a donc répondu à l'appel et qui a accepté de travailler avec nous, main dans la main. Comme on dit, c'est une cause haïtienne. Il faut que tous les Haïtiens vraiment fassent front commun, fassent chorus pour gérer la question. C'est une bonne idée de tourner un petit peu en créole. Qui ça a envie de dire, Mounio Kounia, pour rassurer la population? Bon, ce qu'on peut dire à toute la communauté, ça m'a dit Mounio, c'est que nous-mêmes dans le gouvernement, nous travaillons très sérieusement sur cette question. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur ça. Comme nous dit, tu as un problème, nous travaillons sur le plan diplomatique, nous préparé nous en même temps. Mais lorsque nous voyons quand même double langage du côté de la République dominicaine, avec notamment une déclaration faite par le chancelier, une autre déclaration faite par le ministre dominicain de l'Intérieur, il y a des généraux dominicains qui ont fait des déclarations. On s'est dit, nous pas prendre chance, donc il faut nous capables de mettre main à la pâte. Et voilà ce qu'on a fait. Nous et les sociétés civiles, ont accepté de travailler avec nous. Donc, plein de contingences en cours, d'exécution pour le moment. Nous avons toute organisation de Amonio qui travaille dans la zone frontalière là, que nous associés avec nous. Donc, nous avons des questions nationalement pour tout le monde mettre main à la pâte. Bien sûr, responsabilité première, c'est nous-mêmes qui à la tête de l'État. Nous avons pris plus grosse responsabilité, hein, mais notre société civile a accepté de travailler avec nous, faire des propositions concrètes. Nous, c'est eux-mêmes encore qui disent, fais attention. Pas mettre centre d'hébergement parce que ça n'est pas bon pour nous. Nous pas qu'à sortir dans le temps pour nous tomber dans le temps encore. Donc, on nous dit la question, on l'autre gens, parce que si nous tombons dans une situation centre d'hébergement, eh bien, nous pas fini. Donc, on nous dit la question, l'autre gens, et on pense que le possible, ils n'ont travaillé ensemble avec eux sur cette question. Donc, son bagage qui peut finir finalement. Après, ça me comprend. Non, il n'est pas fini parce que bon, on a du côté de la République dominicaine. Récemment, on a communiqué au SOTI qui dit que bon, le rapatriement, il a dit nous encore, mais on répète encore une fois qu'il n'y aura pas de rapatriement massif. Donc, nous prenons l'autorité dominicaine. Oui, au mot. Mais nous-mêmes, nous faisons attention parce que nous n'avons jamais connaître ça qui a passé. Il faut nous préparer. Il y a des coups bas qu'a fait, bien sûr. Exactement, c'est ça qu'on a fait qu'on est là. Et Jean-Premier ministre Vince Paul dit on utilise les crises comme une opportunité pour Haïti. Chaque crise qui arrive au monde de la vie, même à titre individuel, mais on est capable de saisir l'opportunité pour virer ça en opportunité. Exact. Donc, on travaille ensemble pour virer ça en opportunité. Pour ça, on y a la République dominicaine. Il y a cherché la vie meilleure. C'est ça. Donc, si on est capable de travailler en Haïti, donc, il ne va pas aller en République dominicaine. Donc, on travaille ensemble pour être capable de gérer les questions. Tout le monde a parlé de renforcement de la production nationale. On est pratiquement dépendant de la République dominicaine pour tout. On achète tout de la République dominicaine. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de millions de dollars américains, des centaines de millions de dollars américains qui ont passé dans la zone frontalière tous les jours pour acheter en République dominicaine. Donc, on va utiliser talent Mounsayo. Exactement. Utiliser talent pour production nationale, par exemple. Parce qu'il y a un pile cultivateur qui doit arriver. Exactement. Il y a déjà développé une expertise parce qu'il y a travaillé dans des sociétés dominicaines qui est très poussé en matière agricole. Donc, nous, ça, développer l'exercice là, ils sont capables de travailler dans le pays. Vous pouvez le papier rapidement.
en peu mon secteur privé qui est capable de travailler ensemble, l'État capable de former des partenariats publics-privés, l'État Guintéo, mettez à la disposition de sociétés qui parlent créer, des ministres haïtiens vivant à l'étranger, M. Robert Labous qui travaille sur ça, des ministres d'Orsin qui travaillent sur ça. Et hier, moi, j'étais en réunion avec plusieurs membres du secteur privé qui commencent à faire des propositions concrètes pour nous capables d'aboutir au renforcement de la production nationale. On peut le faire. Donc, on utilise ça comme opportunité pour Haïti. Peut-être pas pour les résultats aujourd'hui, mais dans quelques années, nous sommes capables moins dépendants de la République dominicaine. Moi, très optimiste. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame Daphné Lemoine. Merci à tous les téléspectateurs de Télé Métropole. Merci, bon week-end. Pour parler d'élections, le conseiller spécial du département d'État américain, Thomas C. Adams, dit constater que le processus électoral se déroule plutôt bien. Cependant, le diplomate s'est refusé à tout commentaire en ce qui a trait à l'éviction par le CEP de certaines candidatures. Le conseiller révèle que le gouvernement américain, qui a déjà décaissé 13 millions de dollars dans le cadre de la réalisation des prochaines compétitions, envisage d'augmenter sa contribution financière. Le Core Group, représenté par les ambassadeurs du Brésil, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union européenne, de l'Organisation des États américains, réitère son plein soutien aux travaux du Conseil électoral et à l'organisation des élections. Les membres de ce corps de diplomates étrangers estiment que c'est une étape importante dans la mise en œuvre du processus électoral qui a été franchi. Et toujours pour parler d'élections, le CEP a annoncé que les dénommés Jackie Lumarque et François Levelt ont été retirés de la liste des candidats agréés à participer au présidentiel. Indexé par plus de 17 partis et regroupements politiques qui contestent la légitimité du candidat de vérité Jackie Lumarque pour faute de décharge, le Conseil, après étude du dossier de ce dernier, a donc décidé de l'écarter de la compétition électorale. D'un autre côté, les candidats exclus protestent encore. Le collectif du candidat exclu, regroupant plus d'une vingtaine de candidats écartés, a organisé ce jeudi une marche à la bougie afin de réclamer leur intégration dans la course électorale. Ils estiment que leur éviction est illégale et arbitraire et demandent donc au CEP de réviser leur dossier. Autrement, les contestataires disent vouloir passer à une vitesse supérieure. L'ancien sénateur Rudolf Boulos, candidat au Sénat, dit avoir été, lui, rejeté pour des raisons politiques et ne digère pas, lui non plus, son éviction. Il dit que le CEP est dirigé par un ancien président. Et une mafia, et tout mafia a un parrain, et le parrain aujourd'hui s'appelle René Garcia Preva. Daniel Saint-Lô a demandé au Conseil électoral provisoire de revoir son dossier. Elle estime nécessaire que certaines candidatures en conformité avec la loi, dont la sienne, soient repêchées. Il faut dire qu'Anthony Bennett, ayant abandonné lui sa citoyenneté américaine, se considère comme apatride car il n'est pas en mesure actuellement de définir sa nationalité. Pour le pays avancer, c'est pour nous mettre tête ensemble, fort d'inclusion. Tout le monde a un rôle à jouer dans le pays. Parce qu'après décision tête chargée, ça BCN là, que c'est comme si nous sommes apatrides. Pas rien l'autre qui fait que son injustice, son abus, ils ont décidé d'écarter nous. Par contre, pour qui ça, même pas si le pas trop tard pour nous rédiger. Cette semaine, le président Martelly s'est exprimé sur l'éviction de ses proches aux élections. Le président confie n'avoir pas trahi Laurent Lamotte, qu'il considère comme étant son frère. Il affirme avoir dit à Laurent Lamotte, ainsi qu'à son épouse Sophia, que le moment n'était pas opportun pour poser leur candidature à ces élections.
Leur participation représente un enjeu difficile avec la présence de 2 candidats proches du pouvoir dans la course électorale. Le président dit aussi mal supporter l'idée que Laurent Lamotte puisse croire qu'il aurait pu le trahir. Il regrette aussi que son ancien Premier ministre n'ait pas fait preuve de plus de maturité dans la gestion de ce dossier. Le chef de l'État, dans son entretien, affirme avoir réagi avec la même indifférence lorsque le CEP avait rejeté la candidature de son épouse. Et en guise de réaction, l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, qui était invité à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole cette semaine, réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte en dépit du verdict définitif du tribunal suprême électoral. Et interrogé sur les récentes déclarations faites par le président Martelly, Laurent Lamotte a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'engager de polémique avec le président, qu'il considère comme étant un bon ami. Je ne pense pas que la reconnaissance soit une lâcheté. Largué par son ami, le chef de l'État, en plein processus électoral, Laurent Lamotte n'éprouve aucun ressentiment à l'égard de ce dernier. Et respect et reconnaissance, 2 mots sur lesquels M. Lamotte a beaucoup insisté quand il parle de Michel Martelly qu'il avait mis sous le feu des projecteurs pendant 31 mois comme chef de gouvernement. Alors que tout le monde, ou presque, croyait que l'ancien Premier ministre était le dauphin du chef de l'État, la réalité est tout autre. Le candidat du PHTK est bien Jovenel Moïse. Un choix que Laurent Lamotte ne conteste pas, mais est-ce le bon, se demande-t-il. Moi-même, si je suis président, je vais choisir un candidat qui est capable de gagner. Parce qu'on parle dans l'élection, c'est comme si dans n'importe quelle compétition vous pouvez aller. Vous pouvez aller dans une compétition avec plus bon joueur. Qu'on y a là, soit parce que qu'on plus bon joueur pour aller gagner. Et puis ça a son problème. Bon, même je vais comprendre la logique là. Écarté de la course électorale pour défaut de décharge, l'ancien Premier ministre est persuadé d'avoir été victime d'un complot politique. Si le chef de l'État avait pris le décret tant attendu par des anciens comptables de deniers publics, Laurent Lamotte serait en pole position dans la course électorale, de l'avis de certains observateurs. Pour n'avoir pas posé cet acte, Michel Martelly a-t-il trahi celui avec qui il partage une amitié depuis 15 ans? Ce n'est en tout cas pas le sentiment de Laurent Lamotte. Bon, forme de ça, mais j'ai une relation avec le président. Je pense que, encore une fois, le président fait un choix. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas choisi Laurent Lamotte que je pense que le président trahit. Parce que de toutes les façons, j'aime dire, moi-même, je ne pense pas que la reconnaissance soit une lâcheté. Parce que le président n'est pas dans la politique. C'est le président qui choisit, qui fait entrer pour me venir des pays, je suis très reconnaissant envers lui pour ça. Aux yeux de plus d'un, le divorce entre Michel Martelly et Laurent Lamotte semble consommé. Malgré que la décision du CEP soit irrévocable, l'ex-premier ministre annonce sa détermination à poursuivre la lutte pour sa réintégration dans la course, en dépit du verdict du BCEN. Dans l'actualité en bref, nous parlons d'insécurité alimentaire car le directeur de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, Gary Mathieu, préoccupé par la situation d'insécurité alimentaire qui touche près de 3 millions de personnes actuellement, estime que c'est un grave problème lié au changement climatique ainsi qu'à la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Dossier éducation, les examens de la 9e année fondamentale débuteront le 22 juin prochain. Plus de 200 000 candidats doivent subir ces épreuves. En termes de consignes, le ministère a rappelé que le port de l'uniforme est obligatoire. Les candidats doivent être à l'heure. Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont interdites dans les salles d'examen. Donc on a examen, c'est un moment important pour le système, c'est là ça pour nous évaluer élèves pour nous prononcer sur performance, est-ce qu'il y a retenu, est-ce qu'il n'y a pas avancé. C'est tout une occasion pour nous faire le point sur l'apprentissage réalisé dans le système pour que nous soyons capables de réorienter. L'examen 9e année, c'est la dernière année dans fondamental. Donc c'est épreuve de fin d'études fondamentales liées. Qui pourrait être le diplôme de fin d'études fondamentales. Même janto, nous gagnons un secondaire de 4 ans qui va finir en terminale et examen philo, c'est examen de fin d'études secondaires. Tout. Donc 2 examens, ça, ils ont sanctionné des parcours, un parcours de 9 ans et nous allons démarrer lundi avec examen 9e année fondamentale.
examen 9e année fondamentale année ça, il concernait à l'échelle nationale 206 330 candidats qui inscrits pour participer à l'examen ça. Et comme nous connaissons, le département de l'Ouest il est toujours porté la mayole en termes de pourcentage avec 101 509 candidats et le département qui vient tout de suite après, c'est l'Artibonite avec 23 589 candidats. Et le département qui est toujours des petits effectifs là, c'est le département des NIP avec 5183 candidats qui représentaient un pourcentage de 2,51%. Éducation toujours, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Reynold Telfort, a fait savoir que les 2 premières tranches du PSUGO pour l'année scolaire 2014-2015 seront payées, comme promis, par le gouvernement avant la fin du mois de juin. Il a fait aussi remarquer que la première tranche de 60% est déjà disponible sur le compte des écoles impliquées. Dans l'actualité culturelle, pendant 10 jours, du 17 au 27 juin, qui coïncide avec la fête de la musique le 21, des artistes venant de plusieurs pays se produiront sur différentes scènes à Port-au-Prince dans le cadre d'un événement inédit dans le pays. Venus de la Caraïbe, de l'Europe ou même de l'Afrique, ces musiciens et artistes participeront à des concerts, des ateliers et aussi plusieurs rencontres, conférences et projections sur la musique traditionnelle de leur pays sous le thème « Rencontre des musiques du monde ». À l'initiative du consulat d'Inde en Haïti, en association avec différents partenaires et dans le cadre de la Journée internationale du yoga, le 21 juin, un grand professeur de yoga venu directement d'Inde vous invite à 2 journées de pratique gratuites. Le yoga est une méthode de développement personnel et une science de la pratique spirituelle qui stimule toutes les fonctions de l'organisme. Cet exercice apporte immédiatement une détente mentale et musculaire et aide également à lutter contre le stress et l'anxiété. Metro News Magazine est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de la programmation sur la chaîne 52. Rendez-vous le week-end prochain.